Attention, cette vidéo va chasser énormément de préjugés. Laurie nous partage son expérience en tant que développeuse équilibrée, mais aussi ses conseils pour s'épanouir en tant que débutant quand on démarre de zéro. Petite, elle n'avait pas d'ordinateur et elle a appris la programmation sur le tard. Et non, il n'est pas nécessaire d'être barbu avec les cheveux longs, en travaillant le soir et tous les week-ends pour devenir un développeur ou une développeuse confirmée et épanouie. Restez jusqu'à la fin, nous allons également parler de la programmation enseignée aux enfants avec de la bonne humeur et le plaisir de partager. Vous êtes prêts ? C'est parti! Bonsoir Laurie, merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai invité parce que tu fais partie de ces développeuses qui ont un parcours plutôt remarquable avec finalement un équilibre affirmé, vie privée, vie perso, des choses qui ont été faites autour des enfants, dans une belle ville, au cœur des montagnes. Et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur toi et aussi pouvoir présenter à toute la communauté le métier de développeur vu de l'intérieur, avec quelqu'un qui a eu plusieurs expériences dans des sociétés notamment très connues du grand public. Et c'était l'occasion de regarder de l'intérieur comment ça se passe. Et avant ça, te poser la première question qui est quand était finalement ton rêve d'enfant avant de devenir développeuse full stack? Parce qu'aujourd'hui, tu es développeuse full stack, mais j'imagine que quand on a 5 ans, on a envie de faire autre chose. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu d'où c'est parti un petit peu tout ça? Ok, alors mon rêve de gosse, vraiment quand j'avais 5 ans, je ne saurais pas le retrouver. Je pense que mes premières envies, certainement comme beaucoup de petites filles, c'était d'être institutrice, de travailler avec des enfants. En grandissant, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça mon choix de vie. Par contre, le métier que j'avais très envie de faire quand j'étais gosse, c'était ingénieur du son. J'étais Ah oui, passionnée par le monde du spectacle, je trouvais ça vraiment fascinant. Et puis, je sais pas, après, je me suis perdue avec, dans le process, dans le cursus. C'est pas forcément un choix qu'on te propose. Et quand j'étais allée voir, tu sais, les conseillères d'orientation, ce genre de personnes, c'est pas quelque chose qui est revenu. Et du coup, ça s'est un peu oublié sur le chemin. Comment je suis passée, j'ai atterri dans le monde du dev, ça s'est fait totalement par hasard, en fait. J'avais pas d'ordinateur à la maison. Moi, je suis un peu un dinosaure. J'ai 40 ans, donc à l'époque, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Et puis, j'étais pas trop mauvaise à l'école, je m'en sortais bien, ce qui fait qu'après le bac, on m'a dit il faut que tu fasses une classe prépa, choisis la matière que tu préfères et pars en prépa. Bon, ok, la matière que je préférais, c'était la bio. Donc, je suis partie ouais. en prépa bio. Et en fait, très rapidement, en première année, je me suis rendu compte que ça ne menait pas du tout à des métiers qui m'intéressaient. Donc, j'ai rapidement décidé de laisser tomber. Mais la chance, c'est que cette année-là, on a fait de l'algorithmie. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est génial, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, du coup, après quand même un bon semestre en prépa où j'en avais bavé avec les notes très mauvaises et avec les profs qui n'étaient pas forcément très tendres et toute la pression des concours, j'ai décidé de partir plutôt en DUT. Je voulais faire quelque chose de plus concret. J'avais vraiment envie d'avoir les mains dedans tout de suite. Donc, je ne voulais pas repartir sur 2 ans de prépa en maths pour ensuite postuler sur les écoles d'ingénieurs. Donc, je suis partie en DUT. Et pour la petite histoire, ma maman, à l'époque, m'a dit de toute façon, je te connais, tu vas faire le minimum pour avoir ton DUT, et puis tu n'iras pas plus loin. J'étais à l'époque déjà avec la personne qui partage ma vie aujourd'hui, qui est le papa de mes enfants. Et du coup, elle était persuadée que j'allais faire mes 2 ans de DUT, que j'allais trouver un job et que j'allais chercher à partir de la maison et m'installer au plus vite. Et je ne sais pas si c'est le goût du défi ou autre chose, mais en tout cas, j'ai peut-être eu envie de lui montrer qu'elle avait tort. Et du coup, j'ai fait le nécessaire pour avoir un classement suffisamment bon pour pouvoir être acceptée en école d'ingénieur après mon DUT. Et donc, du coup, j'ai pu poursuivre mes études et terminer avec les 3 années à l'ENSIMAG, qui est quand même une école assez prestigieuse. Et ce diplôme m'a ouvert pas mal de portes par la suite. D'accord. Donc, si je reprends un petit peu, tu fais un bac scientifique sans forcément savoir vers quel métier tu vas te tourner. À l'époque, on nous disait fais scientifique et puis après, tu pourras choisir ce que tu veux. Oui, c'est ça.
avec un conseiller ou une conseillère d'orientation, moi je les appelle souvent comme ça. Moi j'ai cette image de finalement de chef de gare qui n'a jamais pris le train. Parce que c'est compliqué d'expliquer aux autres ce qu'on n'a pas fait. Mais du coup, j'ai énormément de retours de gens qui, pas qui en veulent, mais qui se disent finalement, si j'étais mieux conseillé, je me serais moins perdu. On attend beaucoup de ces gens-là. Et donc, petit conseil, si ceux qui regardent sont un peu jeunes, n'attendez pas à aller chercher par vous-même. Ouais. Vous allez découvrir des métiers que vous ne soupçonnez peut-être pas. Et comme tu le disais, le métier de développeur, c'était pas forcément en vogue à l'époque. Ça a bien changé avec les années 2000. Et donc, tu es arrivé un petit peu dans cette vague où tu avais la vague Internet, hein, et dans les années 2000, et toi, tu as continué en parallèle sur l'ingénieur pour t'ouvrir. Et cette partie prépa, tu disais, tu l'as vécu un petit peu comme beaucoup de gens, je pense, une petite souffrance sur le système de notation, l'élitisme, tout ça. C'est dur parce que généralement, quand on arrive en classe prépa, c'est qu'on a été plutôt un bon élève avant, donc on n'est pas très Oui. habitué finalement à avoir des mauvaises notes, à être en situation de difficulté, parce qu'on a été, enfin, en tout cas moi c'était mon cas, j'ai été plutôt en situation de réussite scolaire toute ma vie et sans avoir à faire trop d'efforts pour ça, j'ai eu cette chance. Et c'est vrai que quand tu arrives en classe prépa, là, d'un coup, ta moyenne qui était autour de 15 chute autour de 5-6, tu comprends pas ce qui t'arrive. C'est du bachotage. Enfin, j'ai des souvenirs de ces cols où on est 3 élèves alignés en randonnion face au tableau noir et il faut résoudre un problème qui nous paraît complètement farfelu. Ouais, j'ai des souvenirs. Cette période m'a beaucoup angoissée en fait. C'était assez dur et clairement, j'avais pas envie de vivre ça encore pendant 2 ans. Et je pense que j'étais aussi un peu effrayée par l'aspect concours, qui est la clé de la prépa, et de se dire que pour réussir, il faut être classé parmi les meilleurs. Ouais, j'ai jamais, je pense, été trop câblée pour la compétition. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et du coup, ça m'allait bien de partir dans des études un peu plus pratiques, parce qu'en fait, en classe prépa, en plus, on n'apprend pas grand-chose qui soit utile dans le quotidien ensuite dans le monde de l'entreprise, quoi. Alors que j'imagine en DUT, tu as fait un DUT informatique. Tout à fait, ouais. Là, tu as fait plus que découvrir l'algorithmique. Oui, oui. Et réalisation de projets, stages, etc. Et j'imagine que tu es arrivé vraiment bien armé au niveau de l'ENSIMAG, en fait, finalement. Alors, plutôt bien armée sur la partie informatique, effectivement. Ouais. Par contre, j'étais à la ramasse en maths. Et du coup, j'ai beaucoup usé de binômes. D'accord, ok. C'est-à-dire que j'aidais mes petits copains sur l'aspect informatique et j'attendais leur aide sur les travaux en mathématiques pour qu'on puisse s'accompagner et avancer ensemble. Ok. Ensuite, tu as commencé dans la vie active avec une société connue dont le nom est une couleur. Et finalement, tu arrives dans le monde de l'entreprise et ça le fait à beaucoup de gens. C'est-à-dire, il y a ce qu'on voit à l'école et puis à l'entreprise. Tu as découvert le quotidien finalement du métier de développeuse. Quelles sont les choses que tu as découvertes en entreprise et pour lesquelles tu aurais voulu être mieux préparée? Alors, encore une fois, je suis un peu un dinosaure, c'est-à-dire que moi, je suis sortie de l'IUT en 2003, de l'ENSIMAG en 2006, donc j'imagine que les formations depuis ont quand même beaucoup évolué et il ne faut pas prendre ce que je vais dire là comme argent comptant et se dire que c'est comme ça que ça marche. En tout cas, à l'époque, je n'ai pas l'impression d'avoir appris à coder vraiment à l'école. Je pense que j'ai appris à apprendre. Et du coup, en sortant de l'école, ce dont j'étais capable, c'était d'analyser un problème, de savoir qu'est-ce qu'il fallait que je recherche pour résoudre ce problème, mais pas, je ne pense pas que l'école m'ait appris vraiment à coder en tant que tel, en tout cas de la manière dont j'ai codé dans mes premières expériences. Et encore une fois, aujourd'hui, je ne code plus comme j'ai codé dans mes premières expériences, parce que c'est un monde où tout va très très vite, où les technos et les pratiques évoluent en permanence. Et donc, dans ce sens-là, je pense que l'école nous prépare bien, dans le sens où apprendre à apprendre sur un métier qui est en constante évolution, c'est quand même la compétence de base. Parce que c'est ce dont on va avoir besoin tout le temps, en fait, pour s'adapter à l'évolution. Après, ce que j'ai regretté un peu, c'est que, tu vois, typiquement, je n'ai pas entendu parler de design pattern à l'école. J'en ai entendu parler qu'une fois que j'étais en entreprise. Ouais. Bon, à l'époque, on ne parlait pas trop à l'époque, Git n'avait pas pignon sur rue comme c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas, la gestion de version et comment tu versionnes ton code et comment tu te permets d'avoir un historique des changements qui ont été faits, pareil, ce n'était pas du tout abordé
pendant les formations à l'époque. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense que les choses ont certainement beaucoup évolué aujourd'hui et je pense que les étudiants d'aujourd'hui sont peut-être mieux armés en arrivant en entreprise. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui est important, le plus important pour moi et ce que doit apporter l'école, c'est cette capacité d'analyse, de réflexion et de recherche. Parce qu'en fait, c'est ça qui sera vraiment la compétence clé pour la réussite après en entreprise. Et moi, je rajouterais la maîtrise des fondamentaux pour pouvoir pivoter sur les technologies. Typiquement, aujourd'hui, tu as développé une expertise sur Angular qui n'existait pas en 2003, bien sûr. Clairement. Moi, j'avais travaillé sur des technos qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, il y a toujours ce truc, ce pivot. Et c'est un bon tremplin, ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, finalement, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu le quotidien d'une développeuse, développeur-développeuse? Parce que je vois souvent les gens qui se disent, bon, bah, je vais coder 8 heures par jour. Est-ce que c'est le cas? Moi, je suis assez surpris de voir que tu bois pas des bières toute la journée avec une grosse barbe, des cheveux longs. Et c'est un petit peu le stéréotype qu'on peut avoir ou qu'on avait à l'époque. Et le métier de développeur a ouvert sur plein d'autres métiers aujourd'hui. Aujourd'hui, tu passes environ combien d'heures à coder? Est-ce que la gestion de projet a une place importante? Comment ça se passe à peu près? Tu travailles en équipe? Oui, alors aujourd'hui, je travaille en équipe, je peux citer mon entreprise. Oui, bien sûr. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Gravity, qui est une solution de management, de gestion d'API. Donc, les API, c'est les interfaces qui vont permettre d'exposer des données à l'extérieur d'un système. Gravity propose une solution open source, j'en profite pour faire un peu de pub. Et vas-y. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est, je ne sais pas, une trentaine de développeurs chez Gravity. Donc, on travaille bien sûr en équipe. Là, l'équipe dans laquelle je suis aujourd'hui, on est 4 développeurs. On a une personne qui est plus centrée sur la qualité et les tests. On a un Scrum Master, une personne qui est référent sur le produit. Donc, on travaille en méthode agile, hein, comme c'est beaucoup le cas en entreprise aujourd'hui. Et alors, j'en sais rien, sur une journée de 8 heures, je dirais qu'en moyenne, je dois quand même passer pas loin de 5 heures à coder. Après, les autres temps, ils sont dédiés, il y a toujours un temps de daily, c'est-à-dire c'est le rituel un petit peu du matin où on se raconte la journée qu'on a passée la veille, quelles ont été nos difficultés. Si on a besoin que quelqu'un vienne nous aider, c'est à ce moment-là qu'on demande de l'aide, bien qu'on puisse le faire aussi en live pendant la journée si besoin. Ça permet de savoir un petit peu sur quoi travaille chacun dans l'équipe et quels sont les sujets en cours. Après, en général, moi, j'aime bien démarrer ma journée par un temps de revue de code en cours. C'est-à-dire qu'on travaille avec des systèmes de pull request. Donc, quand on fait des changements, ces changements sont soumis à nos pairs et validés avant d'être reportés dans le repository central. Donc, j'aime bien commencer ma journée par un temps de relecture du travail des autres. En général, je le fais le matin quand j'attaque et aussi en début d'après-midi. Comme ça permet aux autres devs d'avoir des retours rapides sur ce qui a été fait et de pouvoir aussi rapidement merger leur travail et le passer comme fait. Après, dans les autres rituels de la journée, alors ça, c'est pas tous les jours, mais on a régulièrement des réunions avec le produit pour pouvoir définir sur les sujets sur lesquels on va travailler plus tard, aider à définir, donner un peu le socle technique pour définir les prochains sujets sur lesquels on va devoir travailler. Il y a des temps de démo aussi en fin de cycle où on montre au reste de l'entreprise ou à l'équipe ce qu'on a fait, comment ça fonctionne, etc. Voilà, grosso modo. Et puis, on fait beaucoup de pair programming. Alors, chez Gravity, on travaille en 100% télétravail. On est tous chez nous. C'était déjà, c'est le cas depuis la création de la société qui a été créée avant le Covid. Donc, c'est vraiment des habitudes qui sont ancrées pour la boîte. Mais pour autant, on est tout le temps en communication. Il ne se passe pas une journée où je ne parle pas avec un ou une de mes collègues. Soit parce qu'on se pose des questions techniques et on s'aide à résoudre certains problèmes, soit carrément on fait du pair programming, c'est-à-dire qu'on est chacun derrière notre écran. Souvent, c'est une personne qui a le partage d'écran et qui gère le clavier, l'autre personne est à côté un peu pour aiguiller, donner des idées, et puis au bout d'un moment, on inverse. Ça, c'est pas toujours la même personne qui tape sur son clavier.
Voilà un petit peu pour le quotidien d'un développeur dans une entreprise. Après, ça dépend aussi beaucoup des entreprises et des pratiques, même si les pratiques, les méthodes agiles, les pratiques Scrum, etc. sont très répandues ces dernières années. C'est quand même pas forcément le cas dans toutes les boîtes. Et puis, ça dépend de la taille de la structure. Enfin, moi, j'ai travaillé dans des grosses boîtes où effectivement, tu faisais, entre guillemets, que ton rôle de dev et pas grand-chose d'autre. J'ai aussi travaillé pour des startups où là, il faut tout faire, quoi. Il faut parler avec des clients, faire des démos, prendre des décisions sur le produit, faire les tests, écrire le code, tout, quoi. Alors, c'est public, tu peux nous parler d'un nom de start-up connu dans laquelle tu as travaillé? J'ai travaillé dans la société qui s'appelait Stream Data à l'époque, qui a été rachetée par Axway depuis. D'accord. Et il y en avait une autre aussi qui commence par un K, il me semble. Ah Chez non. Kelco. Oui, c'est ça, voilà. Après, Kelco, c'est le dinosaure des startups parce que Kelco a été créé il y a 20 ans, alors c'est plus vraiment considéré comme une startup, Ouais. mais ça a gardé beaucoup l'esprit startup et la taille aussi, ça reste une petite structure, quoi. Et donc, en fait, toutes ces compétences que tu as eues t'ont permis de pivoter entre les différents jobs, de continuer à te former sur les nouvelles technologies, de continuer d'évoluer. Aujourd'hui, votre équipe, elle est 100% française au niveau dev ou alors c'est des gens un petit peu partout dans le monde? Non, alors c'est en grosse, en grosse proportion français parce que les fondateurs de Gravity sont français D'accord. et donc tous les premiers devs qui sont rentrés dans la boîte ont été recrutés en France. Par contre, le PDG est à Londres, on a notre RH qui est aux US, donc c'est vraiment une boîte internationale maintenant. Dans les équipes de dev, on a quelques développeurs qui sont non français, mais on reste encore en majorité français dans les équipes de dev. Ça ne va Alors, pas durer longtemps, je pense. d'accord. Et tu vois, tout ce que tu as dit par rapport à quelqu'un qui voit un peu le métier de loin, c'est assez impressionnant. Tu t'en es pas rendu compte, mais il y a plein de mots que tu as utilisés qui sont le quotidien du métier de développeur. Et ils se disent, mais waouh, c'est qui? C'est Wonder Woman, quoi, tu vois. Et Wonder Woman, comment ça se passe quand on éteint l'ordinateur le soir? Comment tu gères ton équilibre vie privée, vie perso? Souvent, les gens se disent les développeurs sont des gens passionnés de l'extérieur et obligés pour tenir dans le métier, c'est de travailler soirée et week-end, ce qui pour moi est plutôt symptomatique d'une mauvaise gestion de projet. Comment ça se passe, toi? Est-ce que tu te relèves la nuit pour faire du code? Alors non, je ne me relève pas la nuit pour faire du code. J'ai la particularité d'être quelqu'un qui sait bien mettre les choses dans des cases. Et donc le travail, c'est dans sa case, la famille, c'est dans sa case, la passion est dans sa case aussi. J'ai des enfants qui sont à l'école, donc forcément ça rythme les journées et ça force à s'arrêter à une certaine heure parce qu'elles sont là et qu'il faut s'en occuper. Mais je pense que ça dépend beaucoup des tempéraments. Après, dans ta question, il y a est-ce qu'il faut forcément être passionné de dev pour être développeur, développeuse? Je pense que ce n'est pas le cas. Les développeurs passionnés qui font du dev aussi les soirs et les week-ends parce que ça leur fait plaisir et qu'ils aiment faire ça, sont souvent de très bons développeurs. Ça n'empêche que si tu ne fais pas du dev sur ton temps libre, ça ne fait pas de toi un moins bon développeur et quelqu'un qui contribuera moins bien à l'objectif de la société. Parce que bien souvent, les gens qui sont passionnés, qui font du dev sur leurs heures perdues, ils ne font pas du dev pour la boîte pour laquelle ils bossent, ils font du dev pour un side project, un projet qui est un projet plutôt perso. Et donc, ça va pas, c'est pas forcément des heures de travail en plus pour la société, c'est ce que je veux dire. Mais ouais, non, moi, ma passion, j'aime mon métier, mais ma vraie passion, c'est pas le dev, c'est quelque chose de tout autre. D'accord. C'est sympa parce que comme ça, les gens vont se dire, bon, bah, c'est pas finalement que Wonder Woman, c'est quelqu'un comme moi. Et avec du travail, on peut arriver là-dessus, mais pas que le travail, parce que tu as participé à des choses un petit peu annexes autour du code, qui est le Devox for Kids. Oui. Alors, c'était il y a un petit moment. Est-ce que c'est par rapport aux enfants, du coup, est-ce que tu peux nous parler de comment ça fonctionne? Finalement, qu'est-ce qu'il y a autour de ce monde du développement et est-ce qu'il y a un intérêt d'enseigner la programmation aux enfants? Ok, alors par rapport à Devox for Kids, pour l'historique, j'avais été à la conférence Devox du coup à Paris et j'avais entendu parler de ça pour la première fois, je ne sais pas, ça devait être en 2014 je pense.
Et je m'étais dit, l'idée est trop géniale, il faut qu'on fasse ça à Grenoble, quoi. L'idée, c'était de donner accès à la programmation à des enfants qui n'y auraient pas accédé s'ils n'avaient pas eu cet atelier. Pourquoi apprendre la programmation aux enfants? Déjà, ça leur permet d'être plus seulement consommateurs d'écran et d'informatique, mais aussi un peu acteurs, en fait, d'apprendre que quand tu es derrière un ordinateur, ben, c'est pas seulement pour regarder YouTube ou pour jouer à un jeu vidéo. En fait, si tu as envie, le jeu vidéo, tu peux le fabriquer. Et je trouvais ce concept hyper intéressant de faire comprendre aux enfants qu'il y a plus que ce que tu peux juste consommer. Ça peut aussi être une source de créativité, finalement. J'ai organisé des ateliers d'Evox for Kids, je pense, pendant 2 ou 3 années sur Grenoble, dans le contexte d'autres conférences. Et j'ai fini par arrêter parce qu'en fait, le postulat de départ qui était de donner accès à la programmation à des enfants qui n'y avaient pas accès par ailleurs n'était pas atteint, parce que finalement, la plupart des enfants que j'avais en atelier, c'était les enfants de mes collègues de travail. Ah oui, d'accord. Ok. Parce que finalement, c'est vrai que Et oui. les ateliers se remplissaient un peu par le bouche à oreille, etc. Et du coup, je trouvais que c'était dommage. J'aurais presque préféré, je ne sais pas, organiser ces ateliers en marge d'une école, peut-être dans un quartier défavorisé, ou D'accord, je faire de comprends. manière un petit peu différente pour atteindre un peu plus l'objectif que je m'étais fixé au départ. Mais voilà, après, la vie a fait que moi, j'ai eu mes 2 enfants et que j'ai eu aussi moins de temps à consacrer à ça, donc j'ai arrêté. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir comment ça fonctionnait. C'était génial de voir les yeux des enfants pétiller quand ils se rendaient compte qu'ils étaient capables de fabriquer un truc en utilisant un ordinateur, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais, et en plus, en général, ils sont demandeurs de plus de choses après par la suite, et quand ça va pas assez vite, c'est... Ouais. Ouais. Ok, et on arrive un peu à la fin. J'aimerais avoir ton avis avec ton recul, ton expérience. Qu'est-ce que tu souhaiterais partager aux personnes qui veulent devenir développeurs ou développeuses, et peut-être aussi les fausses bonnes idées qui peuvent leur faire gagner du temps, les choses à ne pas faire, ou les mauvaises croyances? Alors déjà, j'inciterai les gens à vraiment rester très ouverts d'esprit et curieux. Je pense que ce qui m'a le plus apporté au long de mon parcours, finalement, c'est d'aller en conférence ou de regarder des conférences enregistrées. Il y en a énormément sur YouTube. Je trouve quand même que la présence en conférence apporte, au-delà de l'écoute des conférences elles-mêmes, parce que ça permet aussi de faire des rencontres, de croiser des gens, de discuter et puis potentiellement d'enclencher des collaborations comme ça. Fausse bonne idée, piège, non, je n'ai pas vraiment ça à conseiller. C'est plus rester curieux. Et aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de développeurs full stack. Donc, un développeur full stack, c'est quelqu'un qui sait faire à la fois du front-end, donc des interfaces graphiques, et à la fois du back-end, et à la fois de gérer la partie infrastructure réseau, et à la fois faire du CSS pour que les écrans qu'on dessine soient jolis. Enfin bref, ça devient, avec le temps, l'éventail devient de plus en plus large. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens qui démarrent là-dedans, c'est OK de ne pas tout aimer et de ne pas être bon dans tout, en fait. Parce que l'éventail devient tellement large qu'on ne peut pas maîtriser ni toutes les technos, ni tous les principes, ni tout ce qui va derrière tout ça. Et on peut avoir envie de se spécialiser plutôt sur un morceau de l'éventail ou l'autre, et c'est OK. Il y a de la place quand même pour des gens comme ça dans les entreprises, quoi. Ben écoute, merci Laurie, c'est super. C'est encore un beau moment de partage, et j'espère que ça aura aidé la communauté à se projeter. Moi, je trouve que ça donne envie. On a l'impression que tu es dans une start-up en mode Silicon Valley, mais dans les montagnes françaises. Donc, ça donne envie de te rejoindre, ça donne envie de faire des sociétés comme ça. La façon de travailler aussi en équipe, je trouve, en tant que développeur, développeuse, c'est assez inspirant, parce qu'il y a plein de métiers où c'est pas comme ça. Et ça nous permet de grandir en même temps avec l'équipe. Enfin, moi, je trouve. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Merci beaucoup, Laurie. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Envie vous aussi de suivre un chemin similaire à celui de Laurie et de vous épanouir en tant que développeuse ou développeur? Eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour découvrir les témoignages vidéo des membres du programme Vivre du code
tout y est. En attendant, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter pour profiter gratuitement de mes conseils privés qui ne sont pas forcément sur les vidéos YouTube. Retrouvez également plusieurs contenus qui peuvent vous aider dès maintenant sur le blog de coderpourchangerdevie.com. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur le blog et la newsletter. Et en attendant, bonne journée et bon code. Ciao, ciao.